On est rendu à notre troisième invité, qui est le cofondateur, président du conseil et chef de la direction de Druide Informatique. J'ai nommé André Dorsonance, qui est également notre président ici au conseil d'administration de l'École des entrepreneurs. En passant, Druide Informatique, c'est l'entreprise qui est derrière le logiciel Antidote, logiciel qui améliore la communication autant en français qu'en anglais. Et je dois dire que personnellement, je l'utilise à tous les jours et il me sauve la vie souvent. Donc, je l'adore. Bonne conférence. Et c'est pour ça que je t'aime. Ça fait que merci beaucoup pour d'être ici. Ça fait tout un après-midi. On va essayer de garder ça énergique. Je vais vous faire participer. C'est vous qui allez devoir deviner les conseils issus de mon parcours entrepreneurial. Parce que l'idée, c'est de vous exprimer un peu ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on a fait pour se rendre où on s'est rendu, puis avec un peu de chance qu'il y a des choses que vous puissiez prendre de ça, les ramener dans vos entreprises, puis être en mesure de faire grandir votre projet entrepreneurial à vous. Alors, d'abord, qui suis-je et pourquoi le suis-je? Ne vous en faites pas, je vais avoir fini avant le souper. Je vous dirais que tout a commencé au secondaire. Fait que, au secondaire 3, 4, 5, moi, j'étais un produit de l'école publique. C'est que j'ai fait toutes mes études au public. Et je dois vous dire que secondaire 3, 4 et 5, j'étais à la polyvalente Émile Legault. Et c'est là que j'ai rencontré Éric Brunel. Qui est Éric Brunel? Éric Brunel est un des 5 actionnaires de Druide Informatique. Il est également le concepteur principal du logiciel Antidote. J'ai gradué de la polyvalente en 1978 et j'ai fondé Druide avec Éric 15 ans plus tard, en 1993. Qui peut me dire quel est le premier conseil à tirer de ce premier chapitre de ma vie? Levez la main si vous avez une idée. Pas facile. 15 ans, on a fait entretenez votre réseau de contacts. Oui, j'ai vu que vous étiez en train de le dire, c'est exactement ça. Entretenez votre réseau de contacts. Vous allez rencontrer du monde extraordinaire tout le temps, peu importe ce que vous faites. Restez en contact avec ces gens-là. Regardez comment vous pouvez les aider. Et vous allez vous rendre compte que ces gens-là vont faire des miracles pour vous également quand ça va être le temps. Vous avez intérêt à sortir, à rencontrer des gens et à prendre soin de ces gens-là. Vous allez également être en mesure d'aller chercher des idées. Premier conseil. Je sors de l'école polyvalente Émile Legault et j'arrive au cégep Bois de Boulogne. J'avais un plan. Quel était mon plan? Je voulais faire des études de droit. Alors, je m'inscris. On me dit le meilleur parcours pour faire ça, c'est sciences humaines avec mathématiques. Je m'inscris en sciences humaines avec mathématiques. Je commence mon premier cours de mathématiques. C'était le cours de mathématiques 101 sur les nombres naturels. Je me suis rapidement rendu compte que les nombres naturels n'avaient rien de naturel pour moi. J'ai coulé, je ne veux même pas vous dire combien j'ai eu. J'étais là tout le temps, j'ai quand même pas manqué un cours, mais c'était comme lamentable. Il y a heureusement des sessions d'été pour se reprendre. C'est que j'ai pris le cours d'été sur les mathématiques 101 et j'ai fait ça tout le mois de juillet, tout le mois d'août et j'ai passé sur les fesses. Mais j'ai réussi quand même. Quand je suis arrivé au mois d'août, parce que quand on prend des cours d'été, le cégep, ça recommence rapidement, genre 2 semaines après. C'était déjà retourné. Il me semble que je viens de sortir. Et j'arrive là et on m'attendait avec les intégrales en mathématiques. C'est à ce moment-là que j'ai dérivé. La pognez-vous? Non, y a-t-il quelqu'un qui a subi la même chose que moi? Les intégrales et dérivés? Non, j'ai complètement dérivé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé tous mes cours de mathématiques par des cours de psycho. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire quel est le deuxième conseil qu'on peut tirer de ce second chapitre de ma vie? Levez la main si vous pensez que vous le savez. Oui? Être flexible, effectivement. J'ai interprété ça. C'est extrêmement. Moi, je vous dirais, flexibilité, c'est une excellente façon de le dire. Moi, ce que j'ai appris, oui, c'est flexibilité, s'adapter. Ce que j'ai appris, c'est beau d'être tenace. C'est même super important d'être persévérant. Mais à un moment donné, même si vous avez un objectif, vous n'êtes pas obligé de rester sur le même chemin. C'est pas nécessaire. On ne change pas où on s'en va. On va juste passer par un autre chemin. La psycho, ça m'a vraiment fait beaucoup mieux. Ça m'a permis de remonter ma moyenne de façon spectaculaire. Et j'ai été admis à la faculté de droit de l'Université de Montréal et j'ai eu la chance de commencer mes études de droit. J'en étais particulièrement heureux et j'ai passé 3 années fantastiques à la faculté de droit. Et c'est là que j'ai rencontré Pierre Trahan, un des 5 actionnaires de Druide Informatique. Tout le monde se souvient du premier conseil?
Oui. Entretenez votre réseau de contacts, parce que là, on est en 1980. Druide a été fondé en 1993. Fait que j'ai eu du plaisir. Écoutez, c'est quand même une chose qui est importante et que je dois vous dire. Je ne suis pas quelqu'un qui a une propension naturelle pour les études. J'en ai rapidement compris l'importance. Je sais que c'est hyper important d'étudier. Je sais que l'école, c'est important. Mais si je me reporte là, au moment où j'étais au secondaire ou au cégep, c'était plus comme l'école était un mal nécessaire. Mais je comprenais que ça devait être fait. Et je suis allé là-bas, puis j'ai fait un peu comme d'autres personnes l'ont raconté avant moi. Jessica a fait la même chose. Je me suis rendu compte que quand j'étais à l'école, moi, c'était les projets qui m'allumaient. Au secondaire, j'étais du spectacle de fin d'année, j'étais de l'équipe de Génie en herbe, j'étais du journal étudiant. Je partais un paquet d'affaires. Je me suis découvert une passion pour le ping-pong de compétition. J'étais dans tout, mais le moins possible dans mes cours. Mais ça m'a permis de constater que j'avais effectivement une fibre entrepreneuriale puis que j'aimais vraiment faire ça. Mais j'étais là. J'étais quand même là. On est obligé d'être là. Et là, je ne vous ferai pas deviner ce conseil-là, mais ce que j'ai compris, c'est que quand vous êtes dans quelque chose, dans un projet, que vous l'ayez choisi ou que vous soyez par nécessité ou que vos parents vous l'imposent en vous disant « l'école, c'est important », de grâce, faites-le avec le plaisir, faites-le avec le sourire, impliquez-vous, embarquez-vous. À un moment donné, vous allez vous faire prendre à vous-même. Si vous êtes le moindrement intense, vous allez avoir du plaisir, puis vous allez sortir de là grandi, même si ce n'est pas nécessairement là que vous vouliez être. Et ça s'est avéré vrai pour le cégep, ça s'est également avéré vrai pour l'université. Je suis ensuite de ça, quand je suis arrivé à l'université en droit, j'ai fait beaucoup de travail en même temps. Il y avait le musée de tir qui était juste au coin de la faculté de droit de l'Université de Montréal. Ça fait que l'été, avant de commencer mes études de droit, je suis allé au musée de tir. J'ai dit, je veux travailler ici parce que c'est juste à côté de la faculté. Puis moi, j'aime beaucoup plus travailler qu'étudier. Ça va être fantastique. J'ai rien qu'à traverser la rue, ça va être génial. J'ai commencé comme guide. C'était passionnant. L'année d'après, j'étais déjà rendu assistant directeur du musée de tir et je travaillais 4 jours par semaine en même temps que je faisais mes études de droit. Bon, la bonne chose, c'est que je ne dors pas beaucoup, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que je conseille aux gens qui nous écoutent à la maison ou ici. Mais, encore une fois, vous partez des projets, vous rencontrez des gens intéressants, toutes des personnes que, si vous restez en contact avec ces gens-là, devraient être en mesure d'avoir un impact majeur sur ce que vous allez bâtir plus tard dans votre vie. Dans la dernière année de mes études de droit, je me rends compte qu'il va falloir que je me trouve un stage. Je me dis ça va être beaucoup plus facile. On parlait d'avoir un plan. Ça va être plus facile d'avoir un stage si je travaille comme étudiant avant. J'ai des chances qu'ils me prennent comme stagiaire. C'est qu'en 3e année, avant d'arriver au barreau, tout ça, j'ai dit je vais me trouver un emploi dans un bureau d'avocat. Ce que je cherche. Je n'avais pas des tellement bonnes notes, mais j'ai fait avec un professeur. Il y avait un professeur à faculté. J'étais allé voir ce professeur-là où j'avais eu j'étais mieux, moi, dans les cours où c'était pratique. J'ai dit, je vais aller voir le professeur où j'ai eu des bonnes notes. J'ai dit, dans quel bureau travaillez-vous? Il y a beaucoup de chargés là-dedans. Il me dit son bureau. Et son bureau, c'était Hemmings, Harris, Thomas, Mason, Schweitzer, Alain, McNeil et Hogg. Je pense que si vous étiez en mesure de répéter le bureau d'avocat, ça vous donnait une 2e entrevue. Ça, c'était dans le temps où, dans le monde juridique, le marketing, c'était pas important. Placez-vous à la place de la réceptionniste. Comment est-ce que vous verrez ça le matin? Hemmings, Harris, Thomas, Mason, Schweitzer, Alain, McNeil et Hogg, bonjour. Il n'y en a plus de bureaux d'avocats qui font ça de nos jours. Les choses évoluent. C'est que j'ai fait mon stage chez Hemmings, Harris, Thomas, Mason, Schweitzer, Alain, McNeil et Hogg et j'ai eu la chance d'être engagé comme avocat après et j'ai commencé ma carrière en litige. J'ai eu beaucoup de plaisir parce que là, c'était intense, c'était la vie pratique et j'ai rencontré des gens fantastiques. Et c'est là que j'ai fait la rencontre d'un avocat qui s'appelait James Walter Hemmings. Un homme absolument fantastique. Je l'appelais Ace. Cet homme-là, j'ai appris plus avec lui dans mes 3 premières années de pratique que pendant mes 3 années à la faculté de droit. Il faut dire que j'écoutais beaucoup plus quand Ace parlait que quand mes professeurs parlaient. Ça fait qu'il y a une relation directe probablement, mais ça a eu un impact
majeur sur moi. J'ai regardé, j'ai comme appris une façon différente d'aborder les problèmes, une façon différente de penser. Mon anglais écrit a fait des bonds absolument fantastiques. Aujourd'hui, je pense que si j'écris en anglais, vous ne sauriez pas que c'est un francophone qui vous écrit. Juste à vous coller sur des gens qui aiment ce qu'ils font, puis qui font ce qu'ils font. Et en étant en mesure, Jessica l'a mentionné tantôt, vous pouvez leur apporter quelque chose d'énorme de votre côté. Cet homme-là aurait pu être mon père. Et puis, il m'a dit plus tard que quand je suis arrivé, ça lui a donné comme le feu sacré. Ça y est comme un donne. Il pensait à prendre sa retraite. Puis, en fin de compte, il était bon pour un autre 7 ans solide. Puis, il n'est pas parti. Et ça, ce conseil-là, vous êtes en mesure de le trouver. Si vous êtes, on l'a vu tantôt, si vous avez autour de vous des gens dont vous pouvez vous inspirer, des gens à qui vous pouvez apporter quelque chose au même moment, trouvez-vous un mentor, c'est important. Ça a un impact majeur sur vous, j'en suis absolument convaincu. Qu'est-ce qu'on fait avec M. Emmons? Bon, on finit par, on travaille ensemble, on a beaucoup de plaisir, puis finalement, on décide de se joindre à un grand cabinet national. Ça fait qu'en 1990, je quitte le bureau, on était environ une trentaine d'avocats, et là, je m'en vais dans un bureau d'envergure nationale qui s'appelait à l'époque Eden Blakey, avec M. Emmons, et je commence ma carrière là en 1990. Pendant que je faisais ma carrière d'avocat chez Eden Blakey, moi, je n'avais jamais perdu de vue mon ami Éric Brunel, qui, lui, avait fait sa maîtrise. Lui, il était bon dans les études. Lui, avait fait son bac en informatique à l'Université de Montréal. Il avait fait sa maîtrise en informatique à l'Université de Montréal. Sa maîtrise était sur la correction grammaticale. Il avait travaillé dans une jeune entreprise en démarrage qui avait fait un correcteur grammatical. Et je n'avais jamais perdu Éric de vue. C'était depuis le secondaire. Mon chum de jeux vidéo, on jouait à des jeux vidéo ensemble dans le temps où il fallait rentrer des petites disquettes dans ton Atari. Et moi, je suis encore persuadé aujourd'hui, c'est une passion que j'ai conservée, les jeux vidéo, mais seulement les jeux collaboratifs. Je ne joue jamais dans des jeux vidéo seul, toujours à quelqu'un, et on est toujours en équipe pour combattre quelqu'un. Encore aujourd'hui, si vous rentrez en sécurité à la maison chez vous ce soir et que vous ne croisez pas de zombies, je suis persuadé que parce que mes fils et moi, à travers Call of Duty, on les a tous assassinés. C'est comme, vivez vos passions intensément. Fait que je suis avec Éric, on est dans une soirée de jeux vidéo, on était probablement en train de défendre la Terre de méchants extraterrestres. Et puis Éric me raconte, écoute, j'ai des problèmes avec mon employeur. Il me raconte sa situation, il me dit, écoute, j'aurais pas nécessairement fait le projet de cette façon-là. On en discute ensemble et on décide de se lancer. Le 15 février 1993, nous avions fondé Druide Informatique. J'ai donc eu, moi, une décision importante à prendre. Et vous allez tous avoir, ou vous avez déjà eu des décisions importantes à prendre. Moi, dans mon cas, ça faisait déjà plusieurs années que je pratiquais le droit. Est-ce que j'étais prêt à quitter le confort, la sécurité, le revenu financier qui n'est pas à dénigrer non plus d'une bonne pratique florissante de droit dans un grand cabinet national? Est-ce que je suis prêt à faire ça? Et pour être en mesure de répondre à cette question-là, bien, il faut que vous soyez en mesure de vous dire, est-ce que c'est un projet qui me passionne? Et là, ce conseil-là, je vous le lance tout de suite. C'est probablement le conseil le plus important que je peux vous livrer. Si vous n'êtes pas passionné par votre projet, ne vous lancez pas en affaires. On ne se lance pas en affaires dans le seul but de faire de l'argent. On ne se lance pas en affaires dans le seul but d'avoir du succès. Lancez-vous en affaires quand vous avez quelque chose qui vous prend aux tripes. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez dire, oui, mais pourquoi est-ce que le conseil est si important? Surtout quand vous faites comme nous et que vous partez un projet de zéro. Dites-vous qu'il va y avoir des moments qui sont difficiles. Et dites-vous que ça risque d'être difficile pendant des longs bouts de chemin. Si vous n'êtes pas passionné, si ça ne vous prend pas aux tripes, si vous n'y croyez pas passionnément, les risques d'abandon sont très élevés. Vous n'aurez pas la persévérance, vous n'aurez pas la ténacité d'y parvenir. C'est que quand monsieur vous demandait tantôt comment est-ce qu'on fait pour identifier, vous le savez quand vous le sentez. Vous le savez aussi quand vous êtes en mesure d'avoir une idée de ce pourquoi vous le faites. Et puis j'aimerais vous amener à ce moment-là une autre dimension de conseil. Quand vous vous lancez en affaires, ou si vous regardez vos partenaires, vos employés, les gens avec qui vous travaillez, 100% des gens avec qui vous travaillez, 100% de vos employés vont toujours être capables de vous dire qu'est-ce qu'on fait. Ils savent ce qu'on fait.
une bonne proportion des employés, de vos collaborateurs, sont capables de vous dire comment on le fait. Mais combien d'entre eux, combien de vos employés, combien de vos partenaires sont capables de dire pourquoi vous le faites? Encore une fois, dire je le fais pour l'argent, je le fais pour le succès, ce n'est pas une bonne raison. Ça, ce sont des conséquences. Ce sont des résultats. C'est rien de plus que des conséquences ou des résultats. Vous devez savoir pourquoi vous faites quelque chose. C'est quoi dans Druid? Si quelqu'un avait à dire pourquoi Druid existe, Druid existe pour aider les gens à mieux écrire. Si vous avez une mission comme celle-là, si vous êtes en mesure de connaître la raison d'être de votre entreprise, la raison d'être, le pourquoi de votre projet, c'est la meilleure façon d'être un leader inspirant, un leader constructif. Pour être un leader, vous devez être en mesure d'inspirer. Pour être en mesure d'inspirer, vous êtes en mesure de comprendre pourquoi vous êtes là et de donner cette passion-là aux gens qui vous entourent. C'est la seule façon d'avoir du succès. C'est peut-être là le deuxième conseil le plus important. Sachez pourquoi vous êtes là et apprenez à communiquer cette passion-là. Apprenez à communiquer. Assurez-vous que tous ceux qui sont autour de vous savent exactement pourquoi ils sont là. Pas seulement ce qu'ils font, puis pas seulement comment le faire. Je voulais aussi vous amener sur une autre piste. Quand vous savez vraiment pourquoi vous existez, tout devient plus facile. En commençant par le marketing. Parce qu'éventuellement, on a tous quelque chose à vendre, peu importe le projet que vous avez, ultimement, ça va passer par les ventes. Si vous êtes en mesure de comprendre pourquoi vous existez, le passage vers le marketing et éventuellement le passage vers les ventes va être énormément plus simple. Moi, je me souviens que ça s'est fait avec mon ami Eric autour d'une même pizza dans un même souper. Pourquoi? Parce qu'on savait exactement qui nous étions. On savait pourquoi on se lançait en affaires. On se lançait en affaires pour aider les gens à écrire. On s'est posé une série de questions. On savait qu'on allait avoir un produit phare qui s'appelle Antidote. Mais on ne le savait pas avant de commencer notre pizza qui s'appellerait Antidote. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, on a un produit, on sait exactement ce qu'on veut faire. C'est quoi le premier besoin qu'on va combler? Ça, c'est important, parce que même si c'est beaucoup plus facile à exprimer. Si vous savez pourquoi vous vous lancez en affaires, mais ça commence à être plus facile d'identifier les besoins que vous allez combler. Si vous n'êtes pas en mesure de combler des besoins, votre projet risque d'être moins intéressant ou de moins susciter l'adhésion autour de vous. Pour avoir un projet qui fonctionne, il faut que vous répondiez aux besoins des gens. C'est quoi le besoin auquel on répond avec le logiciel Antidote? On aide les gens à mieux écrire, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On élimine des fautes de français. C'est quoi des fautes de français? C'est comme du poison. C'est des choses qui empoisonnent vos écrits, qui enlèvent de la crédibilité à vos écrits. Poison, ça empoisonne les écrits. Qu'est-ce qu'on a contre un poison? Un antidote. C'est-tu merveilleux? Ça commence par la lettre A. Dans les logiciels, ça va être classé en ordre alphabétique. On va sortir les premiers. Ça se dit aussi bien en anglais qu'en français. On venait de trouver le produit. Il s'appelle Antidote. Poursuivez votre réflexion. On est toujours, je vous rappelle, même soirée, parce que la vision est claire. OK, on a un antidote. Ce serait quoi un bon slogan qui serait capable d'amener les gens à sourire et les amener à faire comprendre quelque chose qui serait descriptif pour le produit? Mais c'est quoi un antidote? C'est un remède. C'est un remède. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a besoin d'un remède, généralement, c'est parce qu'on a un mal. On a mal à quelque part. On prend un remède pour régler le mal. Et puis, si je prends le mot mal et puis que je le mets au pluriel, tout le monde? Mot, M-A-U-X. Et si je vous demandais un homophone du mot, tout le monde ensemble? Mot, M-O-T-S. Antidote, le remède à tous vos mots. Et comme le logiciel allait souligner les erreurs en rouge qu'il faisait dans vos textes, le mot « mot » est souligné en rouge en dessous du slogan. Même soirée, à une vitesse fulgurante. Il manque un nom de compagnie. Un antidote, c'est quoi? La façon dont je vous en parle, là, si je suis vraiment capable de livrer cette promesse-là, c'est presque magique. Vous allez des textes qui sont de meilleure qualité, les gens vont vous trouver plus crédible, les gens vont avoir plus de plaisir à vous lire, vous allez avoir plus de plaisir à écrire. C'est comme une potion magique, ça. C'est plus qu'un remède. C'est une potion magique. Qui peut faire des potions magiques? Ben oui, un druide. Un druide. C'est un druide, pas n'importe quel druide. Un druide informatique. Cet exercice-là a l'air simple.
il n'est pas si simple que ça pour un paquet d'entrepreneurs qui se lancent en affaires. Mais si vous savez pourquoi vous vous lancez en affaires, je vous garantis que ça va être beaucoup plus simple que si vous vous lancez en affaires pour faire de l'argent. Oui, ultimement, c'est le résultat qu'on souhaite tous, mais ce n'est pas suffisant. Ça fait que j'espère que vous avoir convaincu de garder cette façon-là de penser, parce qu'il y a un paquet de choses qui vont pouvoir découler de ça. Ça fait que on est... puis là, après ça, bien, vous pouvez aussi être... vous commencez à vous dire, on a eu d'autres produits. Nous, on a acheté... quand vous avez une vision, c'est plus clair. Druid a fait seulement une acquisition dans son histoire. C'est le logiciel Taptouche. Combien il y en a qui connaissent le logiciel Taptouche? Levez la main, sauf pour les gens qui sont à la maison. Le logiciel Taptouche, c'est un logiciel pour vous aider à apprendre le doigté au clavier. Je suis fier de vous dire que je tape maintenant 55 mots en minute, les yeux fermés, sans regarder le clavier. Je peux vous regarder dans les yeux et puis il n'y a pas de faute quand je tape. C'est que quand on s'affranchit du clavier puis qu'on tape rapidement, on peut se concentrer sur nos idées. Et c'est définitivement quoi? Un outil d'aide à la rédaction. C'est que les choses deviennent claires. Une acquisition devient claire. Pourquoi j'achèterais ça? Bien, j'achète ça parce que c'est exactement dans ma mission. Ma raison d'être, c'est d'aider les gens à écrire. Ça a vraiment beaucoup de sens de faire l'acquisition du logiciel Taptouche. Et puis ensuite de ça, vous pouvez vous amuser davantage, puisque nous, on est maniaques chez Druid. On a le remède à tous vos mots. On trouvait que ça avait une bonne rythmique. Le remède à tous vos mots, c'est 7 syllabes. Le remède à tous vos mots. C'est qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Taptouche? Là, on l'a acheté. Eux, ils n'en avaient pas de slogan. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur Taptouche? On s'est dit, on pourrait avoir une rythmique. Encore une fois, on veut avoir quelque chose de descriptif. C'est qu'on a dit, le clavier à toute vitesse. À toute vitesse, pourquoi? Il y a encore un jeu de mots. Vous allez taper vite, mais ça ne vous prendra pas grand temps pour avoir le doigté. 15 minutes par jour, 3 fois par semaine, 3 mois, vous faites 40 minutes, vous ne regardez pas le clavier. C'est ça qu'on vend comme promesse, puis c'est clair, une description. On a fait un produit dérivé d'Antidote qui s'appelle WebElixir. Qu'est-ce qui fait WebElixir? WebElixir, c'est un robot qui se promène sur votre site web puis qui vous dit... Il y a des fautes de français là, il y a des fautes d'anglais là. Ça, c'est le premier volet, l'assurance qualité de votre site. Deuxième volet, il vous dit il y a une erreur 404. Y a-t-il quelque chose de plus gênant qu'une erreur 404 sur votre site web? Sur votre propre site, ça donne l'impression que votre site est à l'abandon. Ça fait vraiment pas sérieux, mais on ne peut pas tout surveiller tout le temps. Ça fait que WebElixir, lui, il se promène sur votre site puis il vous dit il y a une erreur 404 ici. Ce lien-là, ça prend 4 secondes à charger. Trouvez-moi quelqu'un aujourd'hui qui va attendre 4 secondes avant qu'une page se charge. Ils sont déjà rendus sur un autre site web. Si les liens si la graphie du lien a changé, ça veut dire que ça va peut-être devenir une erreur 404 bientôt. Et le troisième volet de WebElixir, toutes des choses qui existaient déjà, mais qu'on a mis ensemble, de vous dire qu'est-ce qui a changé depuis son dernier passage. Fait que vous dites à WebElixir, passe une fois par jour, passe une fois par semaine, passe une fois par mois. Puis lui vous dit, depuis mon dernier passage, je surligne en jaune tout ce qui a été ajouté sur votre site et je rature tout ce qui a été enlevé. Ça fait en sorte que les directrices de communication qui utilisent WebElixir ont l'impression d'être partout. Ils font littéralement capoter leurs collègues de travail. Ils se demandent comment est-ce que tu fais pour savoir ça. Parce qu'effectivement, un site web, c'est du matériau vivant, c'est immense. On ne peut pas, en tant qu'humain, surveiller ça. Mais ça vient de où? Ça vient d'Antidote. Et toujours en 7 syllabes, qu'est-ce que WebElixir? L'assurance d'un site soigné. À chaque fois que vous avez votre slogan en marketing, vous avez en même temps votre description. Puis quand quelqu'un commence à travailler sur votre projet, qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai dit tantôt pourquoi la compagnie existe. Mais là, quand je vous parle de chacun de ces 3 slogans-là pour les 3 produits informatiques de Druid, chacun des slogans que je vous ai donnés, il dit exactement pourquoi le produit existe. Ça fait que, essayez d'amener cette façon-là. Posez-vous toujours la question pourquoi. Si c'est clair pour vous, ça va être clair pour vos clients. Et je vous souhaite la croissance des ventes que nous avons connues chez Druid d'après les années. Mais je pense que ça part de là. On a... Et là, je suis dans un autre chapitre complètement. 15h57, on est bon, on va aller là. Quand vous lancez votre entreprise, presque tout le monde se pose... On joue toujours avec les 3 mêmes facteurs. Hein? On a tous appris ça à l'école. C'est toujours les 3 mêmes choses. Le coût, la qualité et puis les délais. On essaye tous d'avoir un caractère distinctif puis de se distinguer sur une des 3 choses-là et on fait la même chose depuis la nuit des temps. Ce n'est pas nécessairement facile d'avoir les 3, mais généralement, on est capable d'en avoir 2. Alors, à titre d'exemple, j'ai le meilleur produit et je n'ai pas été en mesure de vous l'offrir. Ce n'est pas mon produit qui coûte le moins cher, mais j'ai le meilleur, mais je suis en mesure de vous le livrer plus rapidement que les autres.
Donc, j'ai un caractère distinctif. Mon produit est pas le plus cher, c'est un des moins chers et c'est un caractère distinctif de vous offrir une solution peu dispendieuse. C'est peut-être ça que vous recherchez. Et je réussis peut-être à me distinguer également en vous le livrant plus rapidement. C'est très difficile d'avoir le meilleur produit au meilleur coût dans les meilleurs délais. Comment est-ce qu'on fait pour réussir sur ces 3 facteurs-là? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire comment on fait ça? On a l'impression que la période des questions est déjà commencée, puis c'est moi qui les pose tout le temps. On fait ça de la façon suivante. Moi, écoutez, il y a plein de livres d'affaires que vous pourriez lire. Et aujourd'hui, je vais vous en donner seulement un, si vous voulez faire une lecture. Le livre s'appelle Blue Ocean Strategy. Qu'est-ce que ça dit essentiellement, ce livre-là, si vous n'avez pas le temps de le lire? Ça dit, si vous êtes tout seul dans votre marché, la vie est belle. La mer est calme, il n'y a pas de requin qui vous court après, il n'y a pas de marée, il n'y a pas de tempête, vous êtes tout seul. Comment est-ce qu'on fait pour être seul sur son océan? Puis on vous souhaite un océan et non pas un petit lac, l'océan étant la grandeur de votre marché. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? En arrivant de l'avant avec une proposition d'unicité. Autrement dit, comment est-ce que vous faites pour vous démarquer? Comment est-ce que vous faites pour démontrer aux gens que vous êtes unique? Si vous êtes capable d'envoyer comme perception auprès de vos clients que votre solution, que votre projet, que vos services sont uniques, on arrête de comparer. Vous êtes tout seul. Et là, à ce moment-là, si vous êtes tout seul, vous avez la meilleure solution, de meilleure qualité, au meilleur coût, dans les meilleurs délais, parce que vous n'avez pas de concurrent. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Bien, moi, ce que je vous ai amené, je vous ai dit les coûts. Oui, OK, on peut travailler là-dessus, on l'a vu. La qualité, les délais. Moi, je vais vous amener à un 4e facteur de différenciation que vous devriez tous garder en tête, et ça s'appelle tout simplement l'innovation. Vous devriez tous innover. Puis innover, ce n'est pas réservé aux compagnies informatiques puis aux affaires de scientifiques. On peut tous innover. C'est facile d'innover. Vous pouvez innover, oui, en inventant des nouvelles choses. Vous pouvez innover en vous inspirant de choses qu'on fait dans d'autres domaines qui n'est pas le vôtre. Vous dites, wow, ils font ça dans le domaine de la plomberie. Ça serait bon, ça, dans le domaine de l'informatique. Je pense que je peux intégrer ça dans ma business. Et vous pouvez aussi avoir des idées innovantes qui ne seront pas nécessairement des choses brevetables, mais qui vont être clairement perçues par vos clients et vos partenaires comme étant des innovations. Et si on a le temps à la fin, je vous en donner des exemples. Il y en a un paquet d'exemples. C'est beaucoup plus facile d'innover que vous le pensez. Et vous devriez, au sein de votre entreprise, tenter de développer cette culture-là d'innovation. Développer une culture d'innovation, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à un moment donné, là, vous y croyez tellement, à tout le temps vous améliorer constamment, que même si vous créez un nouveau domaine et que les gens vous suivent, les concurrents vous suivent là-dedans, bien, vous aurez toujours une longueur d'avance sur ces gens-là. Puis je vous dirais qu'un des effets secondaires merveilleux d'intégrer l'innovation dans votre quotidien, c'est que ça vous empêche de vous reposer sur vos lauriers. C'est incompatible. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers et innover en même temps. Ça ne marche pas. On est tout le temps à on. Et puis, on essaie de trouver quelque chose de nouveau. On essaie de se dépasser soi-même. C'est comment est-ce qu'on a fait ça pour Antidote? Bien, quand on a lancé Antidote, la correction grammaticale, ça existait. Il y avait des logiciels à l'époque, s'il y en a qui s'en souviennent, Correcteur 101, le logiciel Hugo. On dirait que c'est toujours au Québec qu'on a eu le lead dans le domaine de la correction grammaticale. Ça existait déjà. Des dictionnaires de définition, vous pouviez acheter le Larousse et le Robert sur CD-ROM. Ça existait. Il y avait même un logiciel qui s'appelait les verbes logiques, un petit CD-ROM, et puis ça faisait la conjugaison. L'innovation d'Antidote, quand on est sorti, je pense que nous étions seuls. On a créé une catégorie qui n'existait pas. Logiciel d'aide à la rédaction du français. Il n'y en avait pas de logiciel d'aide à la rédaction du français. C'est ce qu'on vendait aux gens. On dit vous aimez ce que vous avez avec Office, vous avez acheté une suite de type Office, donc vous avez dans un même logiciel 4 logiciels pour mieux gérer votre entreprise. Vous avez un chiffrier, vous avez un logiciel de traitement de texte, vous avez une base de données, vous avez un logiciel pour le courriel. Bref, vous avez tout ce dont vous avez besoin, un logiciel de présentation. On vous vend le bureau dans une suite logicielle. Ce que Druid faisait, c'est qu'on vous présentait dans un seul logiciel une suite d'outils complète pour mieux écrire en français. C'est que le correcteur existait, les dictionnaires existaient, les conjugueurs existaient, mais tous ensemble, ça n'existait pas. Et là, à un moment donné, bien, vous êtes seul. Vous êtes dans votre océan bleu.
vous n'avez plus de concurrence. Vous avez le meilleur prix, vous êtes en mesure de le livrer le plus rapidement, vous êtes seul, et puis vous êtes celui qui a le plus de qualité parce que vous êtes seul. C'est que si vous êtes en mesure, ça ne se fait pas toujours, mais si vous avez toujours ça en arrière de la tête, vous pouvez prendre votre projet qui aurait pu être simplement, comme Éric avait déjà fait un projet de correction grammaticale à la maîtrise, ça aurait pu être Antidote est un correcteur. Mais non. Juste en s'assoyant, Antidote n'est pas un correcteur. Vous pouvez ouvrir un mot sur un dictionnaire puis jamais passer par le correcteur. Puis ensuite de ça, le but, c'est d'innover et d'améliorer ça constamment. Je vous amène maintenant dans une autre distinction là, complètement. On va s'approcher de la commercialisation, puis de la vente, puis comment est-ce qu'on fait ça une fois qu'on a notre concept, puis une fois qu'on roule. C'est que ça a été long, hein, faire ça en passant. Dans notre cas, nous, ça a pris presque 4 ans. C'est que la première édition d'Antidote a été lancée le 26 novembre 1996, et je vous rappelle que Druide a été fondé le 13 février 1993. Donc, ça prend presque 4 ans. Il a fallu financer ça. Ça fait que les gens nous demandent tout le temps, mais comment est-ce qu'on fait pour le financer? Une des premières choses à faire quand vous financez un projet de ça, regardez ce que l'État peut faire pour vous. Regardez ce qui est disponible. Vous êtes ici aujourd'hui à l'École des entrepreneurs de Montréal. Vous avez trouvé un endroit exceptionnel pour apprendre des conseils, pour vous faire diriger vers un paquet de ressources utiles, pour apprendre des choses qui vont avoir un impact immédiat dans vos entreprises. Vous avez trouvé l'école, elle est très accessible, ce ne sont pas des cours qui sont dispendieux, et vous avez déjà trouvé ça. Mais des ressources comme l'École des entrepreneurs, il y en existe partout. Quel est le choix que Druide a fait pour fonder ça? On s'est dit, on s'en va dans quelque chose d'assez spécial, on devrait être pas mal bon pour les crédits d'impôt à la R&D. Et moi, je peux vous dire que n'eût été des crédits d'impôt à la R&D, Antidote ne serait certainement pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est quoi des crédits d'impôt à la R&D? Pour ceux, je pense qu'il y avait quelqu'un tantôt qui était en informatique. Si vous êtes dans ce domaine-là, ou si vous êtes dans n'importe quel autre domaine où ça s'applique, essentiellement, c'est si vous développez quelque chose qui n'a jamais été développé auparavant et qui a une incertitude de façon à arriver à votre résultat, vous êtes admissible à des crédits d'impôt. Là, évidemment, quand vous jouez votre avenir, vous jouez vos économies, il y a des façons de se rassurer également pour faire ça. Ça fait qu'est-ce qu'on a fait chez Druide? C'est qu'on est allé chercher, on s'est dit, bon, c'est beau, le gouvernement donne des crédits d'impôt, ça peut aller financer jusqu'à 80 % de certains salaires, c'est merveilleux. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on va les avoir? Parce que si on ne les a pas, on va avoir un fichu problème tantôt. C'est que grâce à des conseils d'institutions aussi fantastiques que celles que nous avons ici à l'École des entrepreneurs, il y a des gens qui nous ont dit, oui, mais il y a des institutions qui les financent, les crédits d'impôt. C'est que vous allez pouvoir obtenir l'argent avant que Revenu Québec puis l'ARC vous remboursent. On est allé voir ces gens-là. Investissement, et à l'époque, j'ai quasiment honte de vous dire que ça s'appelait la Société de développement industriel. Aujourd'hui, c'est Investissement Québec. On est allé voir ces gens-là, on leur a dit, est-ce que vous seriez intéressés à financer nos crédits d'impôt? Puis on s'est dit, bien ça, c'est un organisme gouvernemental sérieux. Ils sont toujours, eux, en contact avec les gens de Revenu Québec puis de Revenu Canada. C'est que si le projet se qualifie puis qu'ils acceptent de le financer, c'est parce qu'ils pensent qu'on va les avoir, nos crédits d'impôt. Et s'il y a des choses qui doivent être modulées dans notre projet, bien, ces gens-là vont nous aider à nous le moduler. C'est qu'aller chercher les conseils, aller chercher les ressources. C'est ce qu'on a fait. Investissement Québec a accepté. Ils nous ont demandé d'aller chercher une opinion sur ce que nous allions faire. On est allé chercher l'opinion. On a cherché un financement absolument fantastique qui nous a aidés à tenir pendant tout ce temps-là. Il y en a d'autres façons aussi de financer ça. Nous, on avait besoin de monter une équipe rapidement. On l'a entendu tantôt, c'est un vieux proverbe africain et c'est tout à fait vrai que si vous voulez aller vite, faites-le tout seul. Mais si vous voulez aller loin, faites-le en équipe. Oui, on est encore juste 5 actionnaires aujourd'hui, mais on est rendu presque 80 employés chez Druide. Et il n'y a aucune façon que tu peux développer quelque chose de l'ampleur d'Antidote seul, c'est impossible. En fait, la dernière fois qu'on a compté, on avait dépassé le 400 années personne. Ça prendrait un être humain plus de 400 ans à développer le logiciel Antidote à temps plein, en présumant qu'il est à la fois linguiste, grammairien, informaticien et tout ce que ça prend pour faire un logiciel comme le logiciel Antidote. Donc, vous devez travailler en équipe. Lorsque vous avez des méga projets comme celui-là, ça se fait de cette façon-là. Mais quand on commence, quelle autre façon qu'on peut faire? Bien, on peut ouvrir l'actionnariat à des gens. On peut dire, bien, écoute, si tu viens travailler avec nous, on va partager. On va partager, mais tu vas faire des sacrifices ou, mieux encore, tu as des économies. Investis tes économies dans l'entreprise. Comme ça, la banque va voir qu'on a mis de l'argent.
et tu vas te retrouver à financer ton salaire pour la prochaine année ou les 2 prochaines années. Si vous faites quelque chose comme celle-là, bien, vous avez le meilleur des deux mondes. Vous avez un investissement, vous démontrez votre sérieux, vous allez peut-être être en mesure d'aller chercher un prêt. Et en même temps, bien, vous n'avez pas besoin de vous dire comment je vais faire pour payer son salaire. C'est la personne qui paye son salaire elle-même. Ce sont des trucs, puis on va vous en donner plein d'autres. Mais je ne veux pas que vous pensiez quelle est la meilleure façon de financer votre entreprise. Levez la main si quelqu'un connaît la réponse. La meilleure source de financement de votre entreprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Vite. Ça, vous devriez savoir ça. Madame? Ce sont les ventes. Je suis tellement content que vous ayez donné ça. Je vous aime, madame. Ce sont les ventes. Ne retenez rien de ce que je vous ai dit. Il n'y a aucune source de financement plus importante dans une entreprise que les ventes. Vous devez vendre. Et puis, c'est ça l'objectif. Et puis, quand vous vendez, vous n'avez pas de compte à rendre à votre banquier, vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Vous devez vous diriger vers la vente. C'est que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être sauter, vu que je me rends compte que je parle beaucoup et que le temps passe très rapidement. Je vais sauter une petite partie de mon histoire. De toute façon, ça va vous empêcher de dormir. Et je vais vous dire, tout de suite, on va rentrer dans la section par où qu'on commence quand on est prêt à vendre. Puis je vais essayer, si j'ai le temps, de vous donner ça avec quelques exemples chez Druide. La première chose que je vous dirais, et j'ai vu souvent ça, les gens disent, j'ai un concept, je m'en vais voir le plus gros tout de suite. Erreur. Ne faites pas ça. Commencez par le plus petit client. Segmentez vos marchés. Fait que vous n'allez pas arriver avec votre solution et dire « Wow, j'ai le logiciel Antidote, ça va intéresser les 50 000 employés du mouvement des jardins, puis avec une vente de 50 000, j'ai réglé mes problèmes de financement pour la prochaine année, ça va être absolument merveilleux. » Oui, mais c'est parce qu'on commence en affaires. Vous venez d'arriver. Vous n'avez pas encore d'historique et souvent, les grandes entreprises vont privilégier même des entreprises corporatives exemplaires comme Desjardins qui font des efforts pour acheter des solutions qui sont faites ici au Québec, vont quand même vous regarder avec un mouvement des sourcils qui, ma foi, est compréhensible dans les circonstances. C'est qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par des plus petits clients. Mais commencez par des clients aussi où le cycle de vente est court. Parce que si vous courez après Desjardins, c'est une entreprise fantastique, mais c'est rare que la première personne que vous allez rencontrer n'a pas besoin de parler à une autre personne, qui n'a pas besoin de parler à une autre personne, qui ensuite doit s'en remettre à un comité, et finalement, vous arrivez à la bonne personne. Pendant ce temps-là, vous avez le temps de faire faillite 3 fois. Là. Ça fait que segmentez votre marché, commencez par des choses plus faciles, des gens où vous savez que vous allez être en mesure de vendre votre solution rapidement. Et vous devez vendre rapidement. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, quand on est arrivé avec Druide? J'ai segmenté, puis je me suis dit, en fait, nous, on a la chance d'avoir un produit qui s'adresse à toute personne qui souhaite écrire en français à l'ordinateur. On appelle ça, j'ai pas fait mon MBA, mais on appellerait probablement ça un marché horizontal. Ça fait que c'est beau. On a un marché horizontal merveilleux, ça plaît à tout le monde, mais c'est quand même bon, si vous avez un marché horizontal, de développer des verticaux, parce que ça va aller pas mal plus vite. Ça fait que si vous, un vertical, ça serait de vous dire, à titre d'exemple, prenez-vous un champion dans chacun des marchés verticaux et puis arrangez-vous pour vous en occuper d'une façon exemplaire. C'est que moi, je me souviens, on va prendre un exemple, la première ville à laquelle aujourd'hui Antidote est utilisé, je pense, partout à la ville de Montréal. C'est gros, la ville de Montréal. Mais la première ville où Antidote a été vendu, c'est la ville de Côte-Saint-Luc. C'est petit, la ville de Côte-Saint-Luc. On est dans un pays des fusions à ce moment-là. Ils ne sont pas nombreux à Côte-Saint-Luc. On les a rencontrés, on leur a vendu des solutions, ils l'ont acheté rapidement, ils nous ont donné des conseils. Ensuite de ça, on s'est occupé d'eux. Et ne dévalorisez, je fais des parenthèses parce que je vois le temps passer, mais ne dévalorisez jamais votre produit dans les... Faites pas ça. J'ai vu des gens se lancer en affaires, dire mon premier client, il ne paiera pas. On ne fait jamais ça. Vous ne dévalorisez pas votre produit. Vous le vendez, mais vous donnez énormément de services. Vous donnez beaucoup de soutien, vous êtes présent, vous êtes là, mais vous assurez de trouver quelqu'un qui va payer le plein prix. Une fois que cette personne-là est heureuse, puis que vous en êtes occupé, qu'est-ce que cette personne-là peut faire? Bien, auprès de toutes les municipalités, cette personne-là devient votre champion. Quand vous arrivez avec une municipalité, bien oui, Antidote, tous les employés de la ville de Côte-Saint-Luc travaillent avec Antidote. Il n'y a pas un courriel qui part à la ville de Côte-Saint-Luc sans que ça soit vérifié par Antidote. Vous voulez savoir pourquoi, quels sont les défis qu'ils ont eus pour implanter le produit, comment ils s'y ont pris, appelez Madame une telle. Ça va lui faire vraiment plaisir, parce qu'on s'est beaucoup occupé d'elle, de vous raconter comment est-ce que s'y est pris.
Et là, soudainement, bien, vous allez voir que les clients dans le domaine municipal, ça commence à tomber rapidement. Et vous aurez compris que vous faites ça dans tous les domaines. Allez chercher votre premier bureau d'ingénieur, allez chercher votre premier bureau d'avocat. Vous comprendrez que c'est ce que j'ai fait en commençant. J'ai beaucoup d'amis là-bas. C'est allé rapidement. Quand je vous parlais de cultiver votre réseau de contacts, mais il y a des gens qui, je dis, regarde, ça a l'air super le fun, on va l'essayer, même, on va l'acheter, puis on va l'essayer après l'avoir acheté. Quand vous avez des amis, ben, tu as des gens qui vont donner une chance. Puis là, effectivement, si le produit est aussi bon que ce que vous avez donné, croyez-moi que c'est important de faire ça, bien là, ces gens-là vont dire « Wow, c'est fantastique ». Et puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que « Wow, votre logiciel, il est rendu à la Cour d'appel puis à la Cour supérieure ». Puis là, quand les juges rendent des jugements, ils ne citent plus le Robert ou le Larousse pour les définitions. Ils citent l'antidote. Quand vous avez vendu un paquet de journaux, c'est Antidote qui donne la définition. Puis là, à un moment donné, c'est plus de la publicité. Ça devient un genre d'endossement. Ça fait une boule de neige et ça va rapidement. Donc, segmentez vos marchés, commencez petit. Et puis aujourd'hui, je parlais de Desjardins tantôt, je suis fier de vous dire que les 50 000 employés de Desjardins travaillent tous avec Antidote. Mais seulement aujourd'hui, pas quand on a lancé le logiciel en 1996. Donc, segmentez puis faites ça rapidement. Je vous dirais, en termes de vente, ensuite de ça, une fois que vous avez commencé à faire vos ventes, là, vous allez développer votre concept. Vous allez développer votre offre de service si vous êtes dans le service. Vous allez développer votre produit si vous êtes dans le produit. Développez votre service, développez votre offre, développez vos produits en fonction de votre clientèle que vous avez déjà acquise. Vous le savez, ça coûte cher acquérir des clients. Mais une fois que vous les avez acquis, ils sont acquis. C'est beaucoup plus facile de développer quelque chose et de le revendre à quelqu'un qui a déjà acheté de vous que de convaincre quelqu'un de l'acheter pour la première fois. C'est que si vous êtes en mesure de développer votre offre de service de façon à vendre et à revendre de façon récurrente des nouvelles choses auprès de votre clientèle existante, vos ventes vont être soutenues et vous allez croître beaucoup plus rapidement que si vous tentez toujours d'aller chercher quelqu'un de nouveau, quelqu'un de nouveau, quelqu'un de nouveau. Si vous êtes en mesure de moduler votre projet de cette façon-là, faites-le, ça va avoir un impact majeur, je vous le promets. Je vous dirais aussi, si vous commencez à être, parce que nous, on a une dimension, on est 50 B2B, business to business, puis 50 B2C, business to consumer. Donc, on a un marché grand public également. Restez, s'il y a une des valeurs, vous cherchez cette valeur-là quand vous engagez des gens autour de vous. Le respect, l'intégrité, ce sont des valeurs d'une très grande importance. Traitez vos clients avec respect, vous traitez tout le monde avec respect, mais de grâce, essayez d'éviter des situations où vos clients nouveaux sont traités mieux que vos clients anciens. Ça vous fatigue pas, vous, des fois, quand votre fournisseur Internet ou que votre fournisseur de téléphonie, vous voyez des offres et puis vous regardez ça, mais bon sang, c'est pas ça qu'ils me vendent du tout. Mais si j'arrivais, c'est ça que j'aurais. Puis de vous rendre compte que si vous téléphonez à un département qui, ironiquement, s'appelle le département de la loyauté, vous allez être en mesure d'avoir tous ces bénéfices-là, mais que si vous appelez pas, vous les aurez jamais. Occupez-vous de vos clients. Ne tenez jamais vos clients pour acquis. Les clients vont parler de vous. Ça va créer un achalandage positif et encore une fois, vos ventes vont augmenter. Et puis, étant donné leur avancée, puis bon sang, je n'aurais pas eu la chance de faire la moitié de ce que je voulais vous dire, mais pour un gars qui n'aimait pas les mathématiques, je vais vous laisser, avant la période des questions, avec l'équation suivante. Est-ce que vous savez, et là, n'oubliez pas, c'est un gars qui n'aime pas les maths qui vous dit ça. Est-ce que vous savez que la satisfaction de vos clients s'exprime par une équation mathématique? Est-ce que vous seriez en mesure de me livrer l'équation mathématique qui parvient à la satisfaction de vos clients? C'est pourtant très simple. Retenez ça, c'est peut-être le troisième conseil le plus important. Les attentes, moins ce que vous livrez, égale satisfaction. Attente, moins livraison, égale satisfaction. Et c'est-tu pas fantastique? Vous avez un contrôle sur les deux premiers. Vous êtes en mesure de contrôler les attentes de vos clients. Et c'est vous qui livrez. Vous êtes en mesure de contrôler quand vous livrez. On va illustrer ça avec un exemple. Je sais qu'il est 16h15, on illustre ça avec un exemple. Je suis avocat, on va oublier le produit, je vous livre un service. Moi, le service que je vous ai promis, c'est une opinion juridique sur votre problème. Et je vous dis que je vais vous livrer l'opinion, je sais que je vais vous livrer l'opinion mercredi. Je vous dis que je vais livrer l'opinion, je pense que je vais livrer l'opinion avant la fin de la semaine. Au pire, vendredi.
Dans mon esprit, je vais vous la livrer mercredi. Mais je le sais que quand je vous le dis, je ne vous le dirai pas mercredi. Je vais vous dire, écoutez, j'ai beaucoup de choses à faire. Je me donne un petit buffer en cas que j'ai des problèmes. Je vais livrer au plus tard vendredi. Quand je livre mercredi, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Wow! Exactement. Wow! Il m'avait dit que j'aurais ça. Je l'attendais jeudi, vendredi. Je l'ai eu mercredi. Hey, il tire, mon avocat. Mais si vous lui avez dit, hey, c'est super important, on est mardi, je vais te donner ça ce soir, mais que vous le livrez seulement mercredi soir, qu'est-ce qu'il va dire, votre client? Pas de confiance, pas content. Et pourtant, dans les deux cas, vous avez une bonne opinion juridique et dans les deux cas, vous l'avez livré mercredi. Attente moins livraison égale satisfaction. Et je vous dirais que client satisfait égale entreprise prospère. 16h15, avez-vous des questions? Merci de m'avoir écouté. Question? Il y a une question dans le fond. Non, parce qu'on est en web diffusion. En web diffusion, parlez fort, c'est pas assez, vous n'entendront pas à la maison. En fait, je voulais juste savoir, quand vous voulez faire des clients satisfaits, comme vous avez dit, ça fait pas que les clients, la prochaine fois, ils s'attendent à ce que vous livrez avant ce que vous lui dites. Donc, ça crée des attentes qui sont difficilement mesurables par la suite ou qui sont difficiles à gérer. Pas de problème. Vous avez toujours dites toujours vendredi puis continuez à livrer le mercredi. Parce que dans son esprit, il va dire, ben il va me livrer 2 jours plus tôt. Moi, ça m'est arrivé, là. C'est juste pour ça que je me demandais, qu'est-ce que vous suggérez? Aussi simple que ça. Regardez le temps. Regardez le temps que ça vous prend pour faire, si vous êtes en service, regardez le temps que ça vous prend. C'est sûr que vous allez avoir des mandats qui ne seront pas simples. Et les gens comprennent. Là. Si vous demandez un mandat qui nécessite une recherche de jurisprudence énorme parce que c'est un problème juridique pointu, puis vous allez avoir besoin d'aide, la personne ne s'attend pas à avoir une opinion le lendemain là, parce qu'elle sait que c'est un gros mandat. Par contre, si c'est quelque chose de plus simple, combien de délais de préavis dois-je donner à un employé qui a 5 ans de service dans mon entreprise? Si ça prend 3 semaines pour donner cette réponse-là, peut-être que vous n'avez pas le bon avocat. Là. Ça fait que la question, c'est toujours par rapport au contexte. Puis si vous êtes en mesure, la clé, c'est toujours de communiquer. C'est que si vous connaissez un contexte, assurez-vous que votre client connaisse le contexte. Si vous communiquez les circonstances, votre client va toujours comprendre. Puis pris dans son ensemble, si vous vous donnez toujours cette petite marge-là en cas de problème, vous n'aurez jamais de problème. Mais la clé, c'est expliquer les circonstances. Expliquer au client ce que ça implique. Vous n'avez pas idée le nombre de fois où vous faites quelque chose, puis le client n'a aucune idée des efforts que vous avez dû déployer pour arriver là. Il apprécie le résultat, mais il n'est pas capable, à moins que vous le dites, d'apprécier l'effort que vous avez mis en arrière. C'est votre rôle de le communiquer. C'est votre rôle de dire, pas pour se vanter, pas juste pour justifier votre facture, mais c'est votre rôle d'expliquer en quoi vous allez l'aider et comment vous allez l'aider. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? J'arrive. Merci. Mon nom est Michel Aubé. Les produits Druide que vous vendez, est-ce que vous avez... un coup sont vendus, puis pour renouveler justement le marché des produits déjà vendus, est-ce que vous avez d'autres produits qui s'en viennent ou est-ce que vous avez... exemple, Desjardins, ils ont toutes, à part d'avoir un upgrade, qu'est-ce qui fait en sorte que... OK. C'est une très bonne question, mais vous aviez la réponse dans votre question. Parce que je n'aurais pas minimisé, moi, à part les upgrades. Je vous aurais dit surtout les upgrades. Parce qu'effectivement, dans le monde du logiciel, il y a les mises à jour de l'anglais Update, souvent qu'on offre gratuitement en cours d'édition. Et il y a les mises à niveau de l'anglais Upgrade, qui sous-entend généralement des changements majeurs à l'interface, de nouveaux dictionnaires, de nouvelles innovations. Antidote 9 est arrivé avec la possibilité de traiter l'anglais. Ça faisait des années qu'on ne faisait que la langue française. On est arrivé avec l'anglais. Ça fait que là, on parle plus seulement d'un privilège de mise à niveau, on parle également d'un privilège de conversion. C'est qu'il y a des gens qui peuvent dire, bien, moi, j'ai un antidote français pour 50 employés dans mon entreprise. Est-ce que je veux le mettre à niveau et passer au nouveau dictionnaire, les nouvelles choses que vous avez faites, la correction du style, qui est une autre nouveauté d'Antidote 9? Est-ce que je veux ça dans mon entreprise ou est-ce que je veux changer de produit et puis convertir mon produit Antidote français pour Antidote bilingue? Fait que là, je suis rendu avec 2 marchés, 2 privilèges qu'on peut exercer. Dans le domaine du logiciel, il y a la maintenance.
Ça fait que quand vous vendez une maintenance à une société, pour Druid, c'est environ 20 selon qu'on passe par le réseau de revendeurs ou non. Mais pour 20 si je paye 20 à chaque année, j'ai mon soutien technique, j'ai toutes les mises à jour et j'ai toutes les mises à niveau. J'ai ma récurrence de revenus. Ça fait que c'est réglé. Puis dans le domaine des consommateurs, bien, c'est notre responsabilité de faire tomber la mâchoire inférieure de nos clients dans un cycle de 3 ans. Quelle coïncidence. Antidote depuis 2003, c'est 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 et 2018. On devrait être là avec Antidote 10. C'est que ça, parce que ça prend à peu près ça pour se renouveler, pour être en mesure d'arriver avec des nouvelles choses. Mais ça crée des nouveaux marchés. Et c'est majeur. L'anglais devrait amener Druid aussi à des endroits où on n'était pas là auparavant. Est-ce que vous êtes dans le domaine de l'informatique? Oui. J'aurais peut-être d'autres choses. Je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais j'aurais peut-être d'autres choses à vous dire tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est super bon. On s'est rendu dans les délais. Hein? On est super pas pire. On a livré. Oui. Dernière question? Oui. Oui. Marie. Oui, bonjour. Bon, je m'appelle Fanny. Je suis aussi dans l'informatique. Moi, c'est une question simple. Comment vous avez fait pendant tout ce temps pour garder le monopole sur le... Enfin, sachant que la concurrence est très rude, comment vous avez fait? Je pense qu'on peut parler d'un monopole ici au Canada, mais je ne pense pas qu'on peut nécessairement parler d'un monopole partout dans le monde. Quand on est arrivé avec la solution Antidote, les gens qui avaient des dictionnaires sur CD-ROM, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont baissé leur prix de façon importante. La réaction de ces gens-là, c'était de baisser leur prix. Les gens qui avaient la technologie de la correction grammaticale, et il y en a d'autres en français, il y a 2 compagnies en France qui font de très bons produits. Eux se sont adaptés puis se sont dit c'est peut-être pas une bonne idée d'être seulement des correcteurs grammaticaux. On devrait peut-être devenir des logiciels d'aide à la rédaction. Et à un moment donné, on peut soit s'en offusquer ou soit en être flatté, mais il y a un logiciel qui est paru récemment en France qui présente littéralement correcteur, dictionnaire, guide. De la même façon qu'on le fait, c'est littéralement notre façon de présenter le produit. On peut être choqué de ça ou on peut dire on est vraiment dans une position de leader et même de grosses boîtes comme ça disent c'est Antidote qu'il faut rattraper. Ça fait que non, il y a un monopole ici, un monopole de fait parce que ça a été très difficile pour les entreprises françaises de venir s'implanter ici parce qu'il y avait comme une histoire d'amour entre les Québécois et les Druides. Moi, je suis très, très, très chanceux et je dis merci à tous ceux qui sont ici et qui utilisaient Antidote. On a fait mentir l'adage « Nul n'est prophète en son pays » et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a été en mesure de connaître du succès. Mais quand on est en France, en Belgique ou en Suisse, Antidote est quand même le logiciel qui se vend le plus, mais on partage le marché avec 2 autres joueurs également. Ça fait qu'on ne peut pas parler d'un monopole absolu, mais on peut définitivement, avec l'avenue de l'anglais, là, quand on est rendu qu'on est une solution qui fait ça pour le bilingue, bien, là, j'aurais presque tendance à vous parler d'une possibilité d'un nouveau monopole, si vous voulez. Parce que Antidote est plus pour ceux qui le veulent. La tarification est adaptée pour ceux qui veulent juste le français ou juste l'anglais, mais il y a maintenant la possibilité de traiter les 2 langues simultanément. Le correcteur passe du français à l'anglais. Vous tapez un mot en anglais, c'est le dictionnaire en anglais qui apparaît. Vous tapez un mot en français, c'est les synonymes, les co-occurrences, la conjugaison, les mots de famille, les anagrammes, les rimes, tout ça, ça change de langue instantanément. On peut commencer à revenir à notre océan bleu dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'innovation qui fait ça. C'est vraiment l'innovation. C'est que je vous dis un gros merci, une bonne soirée et de grâce, soyez prudents lors du retour à la maison. Merci beaucoup, André. Pour nous, on continue ce soir avec les Fuck Up Night. Fuck Up Night qui est parti, c'est un mouvement qui est parti là, au Mexique il y a quelques années. Fait que ce soir, les Fuck Up Night. Demain, on a une journée complète sur l'entreprise de demain, autant les nouveaux modèles d'affaires que les nouvelles technologies. Jeudi, on parle de financement et vendredi, on est chez Google pour une conférence et une visite. Merci beaucoup, bonne soirée.